Je suis ravi d'être aujourd'hui avec vous. Je suis Benjamin Lasserre, le cofondateur de la Source Française. J'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me confirmer que tout fonctionne parfaitement dans le chat euh, que vous avez en bas à droite de votre écran, normalement. Alors, je ne vois pas encore de message. J'espère que tout fonctionne normalement. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait, merci beaucoup. Bonjour, bonjour Véronique. Euh, bonjour Véronique, bonjour Steve, super. Écoutez, je vous remercie. Je vous remercie pour votre confirmation. Super, merci beaucoup Camille. Je suis ravi d'être là aujourd'hui avec vous pour aborder ce sujet qui nous tient beaucoup à cœur chez la Source Française, qui est qui est un principe qu'on a baptisé l'éco-relocalisation, qui est une méthodologie propre qu'on a développée euh, justement grâce à nos connaissances en matière de relocalisation et aussi à partir des principes et des bonnes pratiques de l'éco-conception dont je vais vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'idée, elle est de voir comment et en quoi surtout ça peut être un levier pour le développement de votre entreprise. On est aujourd'hui entre dirigeants, entre professionnels en tout cas. Et l'idée est de voir comment est-ce que cette méthodologie, qui est une méthodologie construite, méthodique, chiffrée, on va pouvoir voilà, venir nourrir une stratégie RSE et surtout une stratégie de développement pour votre entreprise. Peut-être avant de démarrer, en attendant que les derniers participants et participantes nous rejoignent, je vais vous représenter un petit peu plus en détail ce qu'on fait chez la Source Française. Donc, je reconnais quelques noms, donc certaines personnes ne connaissent déjà, mais pour les autres participants, voilà, vous introduire un petit peu qui on est, ce qu'on fait, et l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, avant de rentrer dans le vif du sujet. Vous verrez, c'est un webinaire en trois parties. Euh, en quelques mots, la Source Française, on est un bureau d'éco-conception et d'aide à la relocalisation. C'est une activité qu'on a créée en 2020 au sein d'une structure qui existe en fait depuis 2015, qui s'appelle le studio La Racine. Et au sein du studio, on travaille depuis près de 10 ans maintenant aux côtés de fabricants français sur plusieurs métiers que sont le conseil en stratégie de marque, le design et donc le développement de nouveaux produits en fabrication française chez ces fabricants ou aux côtés de marques qui souhaitent faire fabriquer en France ou de groupes qui souhaitent faire fabriquer en France. On travaille avec eux au développement de produits éco-conçus qui soient désirables, compétitifs et éco-responsables. Et à partir de 2020, on a en fait élargi le spectre de nos activités en rajoutant la compétence sourcing pour accompagner nos clients encore plus loin que dans la conception, justement dans la fabrication, dans l'aide à la fabrication, dans le pilotage de projets de fabrication française ou de relocalisation directement à leur côté. Euh, c'est une activité qui se base à la fois sur les compétences des équipes. On est une dizaine de personnes au sein de l'agence et aussi sur une communauté de fabricants français engagés qui s'engagent à nos côtés, qu'on connaît bien, qu'on rencontre depuis 2015, qu'on audite aussi. Donc, on a un site internet qui s'appelle La Source Française où justement les fabricants français peuvent se référencer et donc après, à partir de là, on va pouvoir faire appel à ces fabricants pour des projets de relocalisation dans des sujets très variés, comme le textile, comme la maroquinerie, le verre, la céramique, des choses beaucoup plus techniques, comme du décolletage pour faire de la charnière de lunettes, par exemple, des gens qui vont travailler aussi dans l'injection plastique, dans l'usinage, voilà, toute typologie d'industrie manufacturière. Et cette activité, elle nous a aussi permis, depuis 2015, d'identifier justement et de cartographier des filières spécialisées dans le recyclage et l'upcycling, avec notamment cette faculté à sourcer à la fois des gisements de matériaux qui peuvent être recyclés, mais aussi des ateliers qui sont capables de faire la transformation de ces nouvelles matières, de ces nouveaux matériaux. J'aurai l'occasion d'y revenir, mais c'est en tout cas quelque chose qui a du sens dans tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, l'objectif de ce webinaire, il est surtout de vous transmettre, de vous partager notre méthodologie sur l'éco-relocalisation, qui est quelque chose qu'on a créé et qu'on a éprouvé en fait avec nos clients depuis 4 ans maintenant.
Et surtout, l'idée, elle est aussi de ne pas se brider. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez des informations, vous pouvez nous poser des questions évidemment aujourd'hui dans le chat, mais j'aurai la possibilité de répondre à quelques-unes. Mais surtout, l'idéal, c'est de pouvoir échanger sur vos problématiques, sur votre situation, votre contexte, parce que on rencontre pas les mêmes problématiques de relocalisation ou de déploiement RSE quand on est une jeune marque, quand on est un grand groupe, quand on est un fabricant français qui cherche à se réinventer. Et donc, pour ça, ce que je vous propose, c'est vraiment de ne pas hésiter à prendre rendez-vous. Vous avez un petit bouton, vous avez au tout début du chat vous avez un tout début du chat, un lien vers mon agenda pour prendre un rendez-vous. Vous avez également un petit bouton en haut de votre écran en rouge pour qu'on puisse échanger. C'est un rendez-vous qui est évidemment totalement gratuit, qui engage absolument pas à travailler ensemble par la suite, mais qui nous permet en tout cas de bien voir, de bien saisir votre problématique et de se dire est-ce qu'on a les leviers, est-ce qu'on a quelle méthode on peut appliquer à votre cas en particulier, et surtout de pouvoir répondre éventuellement à vos questions, à vous faire des recommandations, soit de partenaires, soit de fabricants, soit des gens qui seraient plus à même que nous de vous répondre, mais en tout cas qui pourraient un rendez-vous qui peut vous permettre de bénéficier de notre expertise, de notre position également dans l'écosystème Made in France, et voilà, et de certains conseils, ou en tout cas d'un échange. Je vois que des premières questions arrivent, c'est parfait. N'hésitez vraiment pas à vous servir de ce chat. C'est exactement fait pour ça. Oui, un replay sera disponible. Je pourrais vous l'envoyer sans souci. Je vais également vous mettre dès maintenant mon adresse mail. Si vous voulez me contacter directement pour me demander le replay, je vous l'enverrai avec grand plaisir. Pour terminer cette petite introduction, peut-être, juste vous préciser, donc au sein de la Source française, comme je vous le disais, on est une équipe de 10 personnes et on accompagne vraiment tout type d'entreprise. Ça va aller des marques en cours de création qui souhaitent avoir un accompagnement technique pour développer, un accompagnement de bureau d'études pour concevoir et co-concevoir un nouveau produit. Donc on a fait des carafes filtrantes, on a fait des jardinières textiles, on a fait des peluches, on a fait des vêtements pour enfants. Vraiment une grande variété justement de personnes qui se lancent sur une première aventure entrepreneuriale, quel que soit leur âge ou autre, et qui souhaitent avoir un accompagnement technique et trouver les bons ateliers, les bons partenaires pour faire fabriquer en France au meilleur prix. C'est un peu en ça où notre accompagnement a de la valeur, pouvoir vous permettre de trouver le bon atelier et de travailler avec eux main dans la main pour arriver à un prix en fabrication française qui soit compétitif et qui soit optimisé, en fait, pensé, avoir des produits pensés pour une fabrication française. Ça, c'est vraiment notre cœur de métier. On accompagne également des grands groupes qui, dans une volonté d'engagement RSE ou marketing ou pour une stratégie tout autre, souhaitent relocaliser des productions, soit de produits dérivés, soit de la PLV, soit des uniformes de leurs équipes, font appel à nous pour soit faire le sourcing pur, soit pour concevoir des produits à leur côté. Et généralement, en fait, c'est un peu le métier de personne de relocaliser une entreprise. Donc, nous, on peut intervenir avec les équipes marketing, avec les équipes achats, pour vraiment se dire qu'on facilite la vie de tout le monde parce qu'on a les bons partenaires et notre méthodologie, elle peut réintégrer facilement les circuits classiques, c'est-à-dire prendre le brief du marketing et en fait transmettre des prototypes, des produits validés en incluant les équipes achats au cours des travaux pour que ça réintègre un circuit facile, simple pour vous. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, et également aussi des fabricants français qui veulent développer des nouveaux produits. On a accompagné notamment, par exemple, Émile Henry, qui est un fabricant de plats en céramique en Bourgogne pour la cuisine. Le jour où cette entreprise a voulu développer des gants et des maniques pour sortir les plats du four, ben voilà, ils peuvent faire appel à nous et on peut gérer le projet à leur côté. Voilà pour cette longue introduction. N'hésitez pas si vous avez des questions. Encore une fois, hein, je vous invite vraiment à prendre rendez-vous tout au long de ce webinaire si vous avez des questions, si quelque chose que je dis vous fait réagir et que on ne peut pas trop en parler sur le chat pour une raison X ou Y, ou que c'est trop long d'en parler. Voilà, ces rendez-vous, ils sont faits pour ça. Vous avez accès à mon agenda, donc n'hésitez pas. Et donc, au sommaire aujourd'hui, comme je vous le disais, l'idée, elle est de pouvoir vous parler de cette méthodologie de l'éco-relocalisation et de venir vous présenter en quoi est-ce que ça peut vraiment nourrir une stratégie de développement pour votre entreprise en soignant à la fois votre stratégie RSE. La RSE, on va revenir tout à l'heure sur ces grands piliers. Je pense que c'est un terme dont tout le monde est familier, mais on va voir que c'est pas toujours facile de bien savoir ce qu'on peut mettre derrière.
qu'on entend un peu de tout et son contraire parfois. Donc l'idée, elle est de pouvoir vous montrer en quoi est-ce que cette méthodologie peut venir nourrir une stratégie RSE et enfin voir comment est-ce que vous pouvez engager votre entreprise dans la démarche de manière simple, fluide et sans pour autant avoir à tout changer du jour au lendemain parce que on sait évidemment qu'en entreprise, on ne peut pas en un claquement de doigts révolutionner tout ce qui est déjà en place. Avant de démarrer, je voulais vous partager un chiffre fort qui nous est partagé par l'ADEME, qui est que en fait, l'impact d'un produit, prenez n'importe quel produit autour de vous, son impact sur l'environnement, il est déterminé à 80% lors de sa conception. C'est-à-dire que dès le départ, euh, on peut avoir tous les comportements qu'on veut, éteindre la lumière, fermer les robinets, etc. Si on ne change pas nos manières de produire les objets autour de nous, et surtout de consommer après ces produits-là, de les utiliser, de les consommer, on ne pourra pas réduire l'impact environnemental de ces productions de produits autour de nous. Et donc, c'est en ça où la co-conception, ou l'éco-conception d'un produit va permettre, dès la création, en fait, de réduire l'impact en pensant justement cycle de vie, et c'est sur ce sur quoi je vais revenir, donc c'est-à-dire les prémices du produit, comment il est conçu, et enfin aussi penser quels matériaux on va utiliser, quelles ressources, et comment on va penser sa fin de vie. Je vais y revenir dans justement les enjeux et principes de l'éco-relocalisation. Et donc, comme je vous le disais, avant d'entrer dans l'éco-conception ou l'éco-relocalisation, qui est notre méthodologie, on va voir qu'en fait, les problématiques qui sont exprimées par nos partenaires, par nos clients, elles sont assez variées. C'est peut-être des problématiques que vous rencontrez. N'hésitez pas à nous en faire part, à m'en faire part dans le chat, mais aussi à en faire part aux autres participants. Ça ça peut alimenter des discussions intéressantes. Souvent, les gens rencontrent un peu les mêmes problématiques. Et donc, on en a soulevé 4 qui sont les plus récurrentes qu'on rencontre chez nos clients. C'est vraiment le fait de pouvoir suivre le renforcement des réglementations en matière de fabrication. Comment est-ce que moi si je travaille dans un grand groupe et qu'il y a un objectif zéro plastique à horizon 2030, comment est-ce que demain, quelles sont les alternatives que j'ai? Est-ce qu'il faut que ça explose mon budget? Est-ce que en fait mes équipes n'ont pas de solution et auquel cas elles doivent se débrouiller donc dédier de leur temps alors qu'elles ont une feuille de route actée sur autre chose? Comment est-ce qu'on va pouvoir se mettre en conformité sans, comme je disais, mettre qui que ce soit dans l'impasse et avec des solutions qui intègrent bien mon modèle économique, qui intègrent bien le fonctionnement de mon entreprise. Et ça, j'insisterai dessus tout à l'heure, c'est vraiment très important dans le processus d'éco-conception. L'idée, elle n'est jamais de détruire de la valeur, il faut toujours que ce que vous faites, ce qu'on fait nous, puisse venir nourrir une création de valeur, ou en tout cas ne pas aller dans la destruction de valeur, avoir une valeur au moins identique quand bien même on a un impact sur l'environnement qui est diminué. Je vais y revenir. Il y a aussi cette question de se dire comment est-ce qu'on peut faire pour produire de manière plus proche, plus locale, de manière plus écologique, tout en gardant sa compétitivité. Alors, encore une fois, c'est un sujet qui revient très souvent. Le Made in France, c'est souvent plus cher et c'est systématiquement plus cher si on veut reproduire à l'identique ce qui est fait en Chine. C'est normal parce qu'on ne joue pas avec les mêmes règles du jeu. Donc, à moins d'avoir une automatisation parfaite d'un produit, auquel cas on peut dérégler cette équation, et ça peut jouer en faveur d'une fabrication française. L'intérêt, il est surtout de reconcevoir, de repenser les produits de manière à les optimiser à une fabrication française, c'est-à-dire réduire le nombre d'opérations manuelles, penser des matériaux plus proches, penser potentiellement de la réparabilité qui va conférer une valeur plus grande au produit, ce genre de choses. Et donc nous, c'est vraiment notre méthodologie, c'est ce qu'on fait au quotidien, de se dire comment est-ce qu'on optimise les produits pour qu'ils soient adaptés aux techniques de fabrication françaises, adaptés aux coûts de fabrication française et rester compétitif pour que ces produits se vendent. Ça, je suis très transparent et nous, on est tout à fait lucide avec ça. On n'aurait aucun intérêt à faire 100% des produits en fabrication française pour qu'ils soient trop chers et qu'ils ne se vendent pas. Ça veut dire que les consommateurs ne les achèteraient pas, que les usines ne pourraient pas les produire et ça ne générerait pas d'activité in fine. Donc même si ça peut paraître vertueux sur le papier, l'idée, elle est plutôt de se dire qu'on arrive à fabriquer en France des produits qui vont se vendre, qui vont permettre d'être produits en plus grande quantité, de manière plus éco-responsable, et donc de venir soutenir la croissance d'ateliers, de soutenir des activités, de soutenir des modèles économiques pérennes. Autre point qui revient souvent, c'est comment est-ce qu'on peut initier une démarche d'éco-conception quand on ne sait pas par où commencer, quand on ne sait pas vers qui se tourner. Peut-être que dans votre entreprise, ou vous en tant qu'entrepreneur,
Aujourd'hui, vous êtes convaincu que sur votre marché, heu, votre produit doit absolument être éco-responsable, doit être absolument recyclable, doit être absolument, issu de déchets, revalorisés ou upcyclés. Peut-être que dans votre entreprise, votre direction vous impose justement d'avoir des engagements en faveur de ça, mais pour autant, vous n'avez pas forcément peut-être de formation ou les bonnes solutions pour, aller dans le bon sens. Et donc l'idée, elle est qu'on puisse, nous, vous accompagner justement pour, parvenir au meilleur compromis qui respecte un petit peu toutes ces, problématiques-là et qui va, permettre une transition assez fluide. Et enfin, le dernier point, c'est comment est-ce qu'on évite les bouleversements des équipes? Je pense que vous l'avez compris, c'est un point sur lequel nous, on apporte, assez pas pas mal de valeur. C'est-à-dire qu'on comprend les problématiques que vous rencontrez, mais aussi on adapte les projets, on adapte le fonctionnement aux besoins, de votre entreprise. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des produits pour qu'ils vous soient livrés, comme tels et en fait, que ça ne puisse plus jamais être reproduit. Nous, on va travailler en local, on va travailler avec des acteurs qui vous seront présentés. On va travailler avec des acteurs qu'on va auditer pour qu'en fait, ils puissent correspondre avec les exigences de vos critères, enfin, avec les certifications que vous voulez pour vos fournisseurs, etc. Donc, c'est vraiment l'idée, elle est de pouvoir engager, mettre en place des démarches plus saines, plus éco-responsables, sans pour autant bouleverser ni vos équipes, ni votre fonctionnement, de manière à ce que ce soit le plus fluide possible pour que ce soit pérenne. Voilà, parce il y a aussi toute une approche et ça, c'est le dernier point que je voulais mettre en avant, dans l'éco-conception, vous le verrez, c'est une démarche, très précise, c'est une démarche, méthodique, chiffrée, heu et qui prend en compte donc, dès le départ, dès la conception du produit, dès le développement du produit, la volonté de réduire les impacts environnementaux et on peut réduire les impacts environnementaux sur un produit à, chacune des étapes de sa vie en fait, hein, que ce soit, comme je vous le disais déjà dans la conception et ça c'est vraiment très important parce que je l'ai remis en bas de page, c'est 80 de l'impact d'un produit qui est décidé au moment de sa conception. Donc il faut faire un travail de fond à ce niveau-là et on va aller aussi à penser comment vont être extraites les matières premières qui vont composer ce produit, comment est-ce que ce produit va être fabriqué, où est-ce qu'il va être fabriqué. Parce qu'on pourrait se dire, on peut avoir, hein, je vais être un peu cash, mais on peut avoir des produits éco-conçus en Chine ou au Bangladesh, hein. Si on appose, enfin, alors pas à mon sens éco-conçus, mais en tout cas des produits qui se revendiquent éco-conçus, mais qui sont faits, peut-être à partir d'un coton bio plutôt qu'un coton qui ne serait pas issu de l'agriculture biologique et des gens vont vous dire que c'est une démarche, éco-responsable. Alors pour moi, ça l'est pas forcément parce qu'en fait, quel est le mix énergétique, du Bangladesh? Dans quelles conditions ont travaillé les personnes qui ont contribué justement à ce tissu ou à ce t-shirt ou autre? Quelles conditions de travail? Quelle est, la part du recyclage des eaux? Quelles sont les normes, chimiques et réglementaires justement qui, auxquelles est soumis, l'atelier de fabrication? Tout ce genre de choses et donc l'idée de l'éco-relocalisation est vraiment de se dire qu'on va bénéficier à la fois de toute la démarche d'éco-conception du produit, en réfléchissant à sa conception, à l'extraction des matières, à une fabrication plus vertueuse, hein, comme je disais, moins de déchets et cetera, mais à un transport réduit, à des usages qui sont prolongés aussi, qu'on se dire que peut-être qu'on va mieux communiquer pour que, le t-shirt soit moins lavé ou je sais pas, réparable et cetera. Penser également la fin de vie du produit. Est-ce qu'on est capable de mettre en place des filières de recyclage, de revalorisation, et cetera, et cetera. Et donc l'idée, elle est aussi de se dire que nous, dans notre démarche, et je fais un petit laïus sur ça parce que c'est vraiment ce qui nous tient à cœur, c'est que dans l'éco-conception permet justement d'améliorer un impact environnemental. L'éco-relocalisation va vous permettre d'avoir une amélioration d'un impact environnemental et social. Et ça, je le martèle régulièrement et je pense que c'est évident pour tout le monde, mais c'est vrai qu'en fabriquant en France, vous travaillez avec des personnes qui sont justement rémunérées, qui sont protégées, qui travaillent dans des conditions de travail décentes et avec une transparence totale. Donc, c'est vraiment un sujet clé et un des fondements, un des piliers de cette méthode d'éco-relocalisation, c'est-à-dire qu'on va prendre le meilleur des deux méthodes pour justement avoir un impact encore plus fort. Dernier point que je voulais vous partager, et j'insiste bien, c'est le dernier paragraphe de cette petite slide,
heu, c'est que lorsqu'on fait de l'éco-conception de manière générale, il faut que vous ayez en tête qu'on a toujours la volonté, toujours, j'insiste bien, c'est systématique, de chercher à maintenir, voire à améliorer les performances du produit. Il ne s'agit jamais, quand on éco-conçoit un produit, de détruire de la performance, de la valeur, de dégrader sa valeur sur le marché, de dégrader son utilité, ce serait contre-productif. Donc à chaque fois qu'on met en place cette démarche-là, il faut qu'on ait un produit qui soit aussi performant en termes de qualité, qui réponde exactement aux mêmes attentes du client, du consommateur, ou bien qui soit encore plus performant. Donc il ne s'agit pas juste, ce que je veux dire par là, c'est que l'éco-conception, elle ne va pas à revers du progrès. L'idée, c'est pas de vous dire, en fait, vous allez, devoir boire dans des tasses en bois parce que c'est mieux, et en fait, elles auront que, une année une année, de durée de vie, mais juste parce que ça fait plus glamour, plus éco-responsable et là, on serait dans du greenwashing. Non, l'idée, elle est toujours qu'on ait une valeur qui soit équivalente. Bon, j'avance un petit peu parce que je pourrais vous en parler des heures. Hem, il faut retenir aussi que dans l'éco-conception, au-delà de cette méthodologie qui, vous l'aurez compris, quelque chose de chiffré, quelque chose de mesuré, où vraiment on a une approche, scientifique, hein, de ce sujet-là, on a des objectifs globaux qui sont assez forts. Déjà, il faut en effet réduire les externalités, ce qu'on appelle les externalités négatives du produit sur l'environnement, sur l'impact, sur les populations. Augmenter les services rendus par ce même produit et en fait, vous allez avoir dans cette méthode-là plusieurs avantages. Donc l'avantage principal, c'est pour l'environnement, évidemment, mais ça va aussi vous conférer d'autres avantages pour votre entreprise. Ça va être aussi une manière de valoriser votre image de marque. Il y a de plus en plus de consommateurs qui réclament justement des produits éco-conçus et le fait de vous positionner avec votre marque sur ces sujets-là, ça va répondre à cette volonté du marché. Ça va également vous permettre d'être en conformité avec des réglementations de plus en plus dures, de plus en plus exigeantes. Répondre à la demande, bon, ben, j'en ai un petit peu parlé. Et enfin aussi, ça peut vous faire gagner en rentabilité, justement en travaillant bien le produit, en travaillant bien sa commercialisation et en se disant que vous allez potentiellement pouvoir bénéficier commercialement de nouveaux leviers pour marger davantage sur vos produits et gagner justement plus de rentabilité. J'avance un petit peu parce que je vois que le temps passe et comme ça vous pourrez poser des questions, si vous en avez. Quelques principes clés pour, l'éco-conception de manière générale et qu'on réapplique nous dans l'éco-relocalisation. Déjà, il s'agit d'approcher n'importe quoi, d'adopter une approche, produit. C'est-à-dire que, vous pouvez avoir aussi la volonté d'avoir une approche, systémique, réduire, donc c'est-à-dire, ce serait dans une entreprise, ça va être, on va dire tout l'environ toutes les, comment dire? Tout ce qui est généré par l'environnement. Donc je parlais tout à l'heure d'éteindre la lumière, de réduire la consommation d'eau et cetera et cetera. Là, on est vraiment sur une approche produit, on va se focaliser sur le produit. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est d'intégrer l'analyse de son cycle de vie et quand on parle de cycle de vie, c'est de la conception, l'extraction des matières premières, sa fabrication, le transport aussi, comment est-ce on l'amène après vers le consommateur. Améliorer aussi son usage et ensuite penser sa fin de vie, le tri, comment est-ce que ce produit va être détruit ou revalorisé. Et l'idée, elle est vraiment de sortir d'une approche linéaire pour partir vers une approche circulaire. J'y reviendrai tout à l'heure. Le troisième aspect, il est vraiment de se dire que l'ACV, ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie, et notamment ce qui est des outils les plus forts de l'éco-conception, elle nécessite d'avoir une approche qui est multicritère. On ne peut pas simplement penser, on pourrait, mais l'idée, elle est vraiment d'avoir une approche, une vue globale pour se dire, on ne va pas juste améliorer l'extraction des matières premières et de l'énergie pour en fait avoir un usage qui est bien moins bon ou qui est le même, parce qu'en fait, c'est pas forcément comme ça qu'on va être pertinent. Donc, on va avoir une approche multicritère, penser tous ces critères à la fois pour se dire comment est-ce qu'on les améliore de manière conjointe. Et ça m'amène aussi vers le quatrième point, c'est qu'il faut limiter les transferts d'impact. C'est-à-dire que si, admettons, vous diminuez l'impact de l'extraction des matières premières, si en fait vous venez à augmenter l'impact de la production, de la fabrication, ça correspondrait à du transfert d'impact et ce ne serait pas vertueux non plus.
Est-ce que j'ai un exemple en tête? Ça me reviendra probablement, mais si je reprends par exemple ma tasse en céramique ou une tasse qui serait faite en bois, et cetera, et qui devrait avoir un lavage beaucoup plus long, avec beaucoup plus d'eau chaude, et cetera. Ça voudrait dire une chaudière qui tourne plus longtemps, donc un impact au lavage, à l'usage, et cetera. Et en fait, on aurait un produit qui serait potentiellement en bois, plus facile à produire que quelque chose qui serait fait en céramique, où là, on aurait besoin de, de feu justement pour faire le produit. Et on verrait qu'on serait perdant au moment de l'usage, au moment du lavage, et que donc on aurait plus d'impact à la longue. Donc c'est en ça où il faut mesurer et faire des arbitrages pour limiter ce qu'on appelle les transferts d'impact. Et enfin, et donc vous l'aurez compris, je pense le dernier point, c'est d'accepter les compromis. Le produit sans impact n'existe pas. Chaque produit aura forcément un impact, et ça, il faut être très lucide quand on fait de l'éco-conception, c'est qu'on a systématiquement un impact sur l'environnement. Et donc c'est toujours une affaire de compromis, et il faut arriver justement à des arbitrages et à des scénarios qui sont les plus vertueux possibles pour l'environnement, mais aussi pour vous, votre entreprise. Je vois qu'il y a quelques questions. Hello Marine, j'espère que ça va. Il y a beaucoup d'outils d'ACV. Lequel est le plus fiable? Alors, c'est difficile de donner une réponse fermée, ou en tout cas stricte sur cette question-là, sachant qu'en fait, il y a de très bonnes bases, il y a de très très bonnes bases qui sont publiques, donc notamment la base produit de l'ADEME, mais elles sont en permanence populées par des nouvelles informations. C'est-à-dire qu'on va aller chercher justement l'impact de certains produits, de certaines matières qu'on va renseigner au fur et à mesure. Donc on est encore dans une démarche de construction, de récupération de la donnée, etc. Et en fait, c'est un travail qui se fait beaucoup en open source, mais aussi via des démarches. Il y a des entreprises qui en ont fait une activité commerciale et qui donc investissent justement sur la compilation de ces données, etc. Donc, il serait difficile de dire laquelle est la meilleure que laquelle, parce que certains vont aller plus vers le textile, certains vont aller plus vers les métaux, etc., etc. Donc, c'est difficile de comparer parce qu'on n'est pas toujours sur un même pied d'égalité. Après, nous, on travaille beaucoup avec des cabinets comme DCO, on connaît assez bien le label Empreinte aussi, qui font des choses très bien. Et comme je disais, il y a la base Empreinte, la base produit de l'ADEME, qui est un bel outil aussi. Pour avancer un tout petit peu j'espère avoir répondu à ta question, top. Pour avancer un tout petit peu sur les critères d'impact qui sont mesurés au cours d'une analyse de cycle de vie, on va avoir plusieurs grands critères qui peuvent se répartir dans 3 familles, qui vont être, on peut appeler l'utilisation des ressources ou des flux, des milieux, aussi l'impact sur les milieux, et enfin sur la santé humaine. Et vous avez une liste donc sur laquelle je ne vais pas trop m'attarder parce que je n'ai pas envie de vous assommer, de 7 critères qui sont les plus marquants, les plus globalement répandus et connus, comme l'acidification des eaux, l'eutrophisation terrestre, les toxicités aquatiques, la toxicité humaine, etc., le dérèglement climatique, blablabla. Au total, l'Union européenne en dénombre 16, il me semble, si ma mémoire est bonne. Donc nous, voilà, on va avoir tendance plutôt à jongler sur ces 7 principaux, et si le souhait du client est d'aller plus loin, on peut aussi faire des ACV plus complexes qui étudient plus de critères. Si je vous prends un exemple, c'est par exemple dans ces critères, on va avoir les pollutions, on va avoir la pollution des milieux naturels, ça peut être la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la pollution des sols, et vous allez avoir justement des impacts qui vont être un peu différents. Dans l'air, c'est l'effet de serre. Dans tout ce qui va être l'eau, ça peut être la diminution de la teneur en oxygène. Au niveau des sols, ça peut être la contamination dans la contamination de la nappe phréatique, etc. Hop. Pour avancer un tout petit peu sur la méthodologie, j'y reviendrai tout à l'heure, étape par étape, et vous pourrez réagir, voir si c'est quelque chose qui vous paraît adapté à votre entreprise et qui soit comparable. Mais il faut aussi pouvoir se dire de manière totalement lucide et pragmatique qu'il existe différents niveaux d'éco-conception. Et on va même parler plutôt sur un certain moment d'éco-reconception du produit jusqu'à aller à l'éco-innovation,
où je vais vous prendre des exemples, ce sera plus parlant, mais en gros, on a 4 niveaux justement d'innovation dans l'éco-responsable. Le premier, c'est l'amélioration d'un produit existant. C'est-à-dire qu'on va, potentiellement juste, changer ses matériaux. Passer du plastique à quelque chose de, un plastique recyclé ou un plastique biosourcé et que donc on va avoir un impact moindre qu'on va pouvoir mesurer. Le deuxième niveau, ce serait de reconcevoir le produit. C'est-à-dire on prend le produit, on va changer les matériaux certes, mais on va aussi se dire: «Bon, bah, peut-être qu'en fait sur, le couvercle ou les parois, on a besoin de moins d'épaisseur, donc on aura un produit moins lourd, hem, qui générera probablement un impact moindre et donc on va reconcevoir un petit peu le produit. Le troisième, c'est qu'on va ajouter des fonctions. On va innover, on va ajouter de nouvelles fonctionnalités à ce produit et donc le rendre plus durable, plus performant encore qu'en lui ajoutant d'autres usages, de pouvoir en fait répondre à plus de besoins et se dire que ces fonctions, elles vont augmenter de la valeur, on va augmenter de la valeur sans transiger d'un point de vue impact. Je vous le montrerai tout à l'heure sur un exemple très concret. Et enfin, le dernier point, c'est de mettre en place des innovations du système où là, on n'est pas dans la reconception, on est vraiment dans l'éco-innovation, où on va en fait réduire énormément l'impact du produit en lui-même en y adossant des services vertueux qui vont prolonger sa durée de vie, qui vont diminuer son impact, juste de le prendre, de le jeter, et de se dire qu'en fait, plutôt que d'avoir une somme de produits jetables, etc., on va avoir plutôt un produit et un service autour qui va permettre de limiter l'impact environnemental de cet usage. Et en fait, le plus simple, c'est que je vous prenne un exemple produit. C'est un cas client qu'on a réalisé, l'année dernière, qui est une jardinière, compost qui a été développée, elle, par la marque, Les Microculteurs et par sa fondatrice, Caroline Mott, qui est en fait une jardinière textile à laquelle on intègre un compost pour un compost, comment on appelle pour les particuliers? Un compost, pour privatif, mais c'est pas le bon mot, mais domestique. Compost domestique. L'idée, si on prend un pot à compost, il peut avoir le premier niveau, ça pourrait avoir d'avoir déjà en lui-même le compost, c'est quand même un produit qui est assez vertueux et qui va favoriser justement la destruction naturelle des déchets avec des lombricomposteurs, etc. Déjà, on pourrait avoir l'idée de se dire, ce compost, on peut le faire fabriquer, ce pot à compost, on peut le faire fabriquer en matière plastique. Ça serait le premier niveau. Euh, Ce serait le niveau 0. On pourrait avoir ensuite un produit qui serait fait avec des plastiques recyclés, comme je le disais, pour avoir le premier niveau de reconception produit en changeant les matières. Le deuxième niveau, ce serait d'avoir quelque chose d'encore plus durable. Et donc ça, c'est un produit qu'on a développé avec Émile Henry, avec de la céramique, qui va justement pouvoir se laver plus facilement, utiliser moins d'eau justement au niveau du lavage, et se dire que c'est aussi quelque chose de plus durable dans le temps, et que donc, si on mesure son impact, il sera probablement meilleur que celui de juste un compost en plastique avec une durée de vie moins longue. L'idée d'ajouter enfin plutôt un service, une fonction au produit, c'est de se dire que plutôt que d'en faire un compost, on va potentiellement en faire une jardinière compost où en fait les lombricomposteurs vont venir aussi se nourrir de ces déchets pour aller travailler justement le terreau de certaines plantes et de se dire qu'en fait, ces produits, ils sont consommés justement par les écosystèmes au sein de la jardinière pour pouvoir nourrir un petit écosystème et faire pousser les plantes et se dire qu'en fait, au-delà de ça, on n'est pas juste sur un compost, on a aussi une valeur nutritive pour les plantes qui sont hébergées juste à côté. Et enfin, le dernier point, et ça c'est une évolution qui pourra venir probablement dans le projet, c'est de se dire que c'est quelque chose qui peut être à usage domestique, mais qui demain pourra être utilisé potentiellement par des villes aussi. On a des villes qui mettent en place justement des bacs à compost publics. Peut-être que en fait, ça pourrait venir fleurir des espaces publics, et donc on serait dans une approche où on aurait justement, je sais pas, une collecte peut-être justement de ce terreau quand il déborde ou autre pour le mettre dans les espaces publics et de se dire que voilà, on peut cumuler et avoir un impact beaucoup plus grand, beaucoup plus fort au niveau justement de toute une ville et pas juste d'un foyer. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis obligé d'avancer un peu parce que je vois que le temps passe. Je vois que le temps passe. L'idée, je pense que je vous ai bien martelé sur la partie méthodologique, mesure d'impact, mesure chiffrée. L'important, ce sur quoi je voulais insister aujourd'hui aussi, c'est de pouvoir vous présenter les bénéfices de cette démarche de l'éco-relocalisation pour votre stratégie. Alors,
Je ne connais pas le profil des participants et participantes aujourd'hui, mais peut-être que probablement vous travaillez dans des entreprises pour lesquelles la RSE est un sujet récurrent. Et si je prends le temps rapidement de poser les piliers fondamentaux de ce sigle, on va avoir l'environnement, évidemment, hein, c'est la gestion des ressources naturelles, l'émission de CO2, la gestion des déchets, mais aussi le social, donc le bien-être des employés, la diversité, l'inclusion, les droits de l'homme, le respect des normes, et enfin toute la partie gouvernance aussi. C'est un point qu'on n'évoque pas toujours au premier plan, mais c'est aussi le fait de pouvoir être transparent dans ces chaînes d'approvisionnement, de gérer ce risque d'approvisionnement, de soigner la relation avec les fournisseurs. Et tout ce que je veux montrer par là, c'est qu'en fait, vous l'aurez peut-être compris, vous l'aurez peut-être déjà compris, mais le Made in France est quelque chose qui répond point par point de manière favorable à ces différents piliers. C'est-à-dire qu'au niveau de l'environnement, la fabrication locale, euh, globalement, elle est moins polluante, il y a moins d'émissions CO2 en France lors de production que dans certains pays qui ne sont pas encadrés. On a aussi une empreinte carbone qui donc est plus faible parce que évidemment on a un transport qui est moindre. Enfin, je vous fais pas un dessin, hein, c'est des choses que vous connaissez bien. Et un point qu'on passe souvent, qu'on oublie souvent, c'est que la France est un des pays avec le mix énergétique le plus vert dans le monde, mais aussi en Europe. Et quand certaines personnes vont pouvoir se dire oui, mais bon, on fait déjà au Portugal ou on fait déjà en Europe de l'Est, c'est déjà pas mal, etc. Peut-être d'un point de vue transport, mais d'un point de vue mix énergétique, d'un point de vue comment est produit l'énergie qui fait tourner les usines, c'est pas aussi vertueux que pour la France. Et donc ça, c'est quelque chose que nous, on veut vraiment mettre en. D'un point de vue social, bon, c'est quelque chose d'assez évident aussi, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, au niveau des conditions de travail. Les conditions de travail protégées en France, on va avoir des normes qui sont importantes. Donc, vous avez probablement toutes déjà entendu parler des conséquences terribles du délavage et des teintures de jeans dans l'industrie textile dans les pays asiatiques, avec des images de gens qui ont les bras bleus, à force de délaver à la main des jeans ou des rivières qui changent de couleur, selon la teinture du tissu. Il y a aussi un exemple que j'aime bien prendre dans la bijouterie, c'est-à-dire que je crois que Gérald, qui nous écoute, pourra en témoigner, mais il y a certaines méthodologies en bijouterie, notamment concernant le polissage, qui sont interdites en France, notamment l'utilisation de bains chimiques qui sont très toxiques pour les personnes qui les utilisent ou qui les respirent. En France, on fait du polissage de bijoux, parfois à la main, pour un rendu quasiment similaire, mais donc oui, ça prend peut-être un peu plus de temps, oui, peut-être que c'est un peu plus cher, mais est-ce que à la fin, in fine, on a envie d'imposer des conditions de travail inhumaines à des personnes juste parce qu'elles sont plus loin de nous? C'est des questions à se poser. Donc voilà, nous, on est assez exigeants sur ça et sur le fait que en France, vous savez au moins que les gens travaillent dans des conditions décentes et que leur santé est protégée. Le dernier point qu'on oublie, comme je disais, qu'on oublie souvent, c'est la gouvernance, le fait de travailler avec des fournisseurs plus proches, c'est une meilleure connaissance des ateliers, des équipes, c'est aussi une volonté d'avoir des risques d'approvisionnement qui sont moindres. Parce que nous, on a de plus en plus d'industriels et dans des sujets très très techniques qui veulent sécuriser leurs approvisionnements, de se dire que parfois pour des productions, même dans un cadre d'industrie lourde, on en marre que pour un canal de Suez bloqué, une pandémie, une guerre, on est tout d'un coup des matériaux qui n'arrivent plus ou des coûts qui augmentent, qui explosent. Et s'il y a quelques années, ce que je suis en train de dire, ça pourrait paraître très lointain. Si on regarde les 4 dernières années, on se rend compte que ça l'est pas. C'est des sujets de plus en plus concrets. Donc voilà, il y a aussi une question de sécurisation de ces approvisionnements. Et après, bon, évidemment, ça vous donne des arguments supplémentaires de transparence. Il y a aussi dans cette volonté la possibilité justement de répondre à la demande des consommateurs. Et je voyais quelqu'un le dire tout à l'heure, Customer First, je crois. Voilà, Customer First. C'est quand même un peu le nerf de la guerre. Il faut que vos produits se vendent, il faut que vos produits soient compétitifs, il faut qu'ils répondent aux attentes des consommateurs. Et on a des consommateurs qui expriment justement cette volonté d'avoir des produits plus durables, moins polluants, qui se réparent, et ils sont prêts à payer un peu plus, donc selon, encore une fois, hein, selon l'ADEME, pour justement avoir des produits qui sont plus vertueux à ce niveau-là. Et ça, c'est le cas de 62% des consommateurs, selon l'étude de l'ADEME. Si je vous prends même une étude dans le textile,
les gens font à 82% le lien entre durabilité et fabrication française. Donc il y a vraiment ce sujet de se dire, l'éco-relocalisation, elle peut vous permettre de répondre à cette demande croissante. Je passe un peu sur les chiffres, sachant qu'on a déjà bien évoqué les avantages. L'idée, c'est plutôt de vous montrer la méthodologie, et vu que le temps passe, je pourrais vous partager ces chiffres, notamment dans le replay ou dans la présentation. Mais voilà, on a aussi des atouts chiffrés sur, l'intérêt pour les entreprises d'anticiper les réglementations ou, le fait de pouvoir appliquer cette démarche-là, qui est quelque chose de plus en plus généralisé. Donc, vous l'aurez compris, il y a des synergies évidentes entre éco-conception et relocalisation qui nous ont permis de construire, nous, cette méthode d'éco-relocalisation dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un mix qui vraiment a du sens. C'est une approche constructive qui se nourrit et se répond parfaitement. Et je vais passer rapidement, mais sur un échec, c'est-à-dire que c'est un échec qui a beaucoup fait parler dans la presse, c'est la relocalisation des mascottes pour les Jeux Olympiques. Donc vous l'aurez peut-être vu, au départ, on a eu cette volonté de lancer une nouvelle mascotte pour les JO, avec une mascotte qui aurait été produite à 80%, à hauteur de 80% en Chine et 20% de la commande en France seulement. Et on a un prix français qui, oui, est plus cher, 49,90 €, mais surtout un prix chinois qui est quand même pas donné non plus, il faut pas se mentir, 34,90 € pour un produit chinois sur lequel on a assez peu d'informations, peu de transparence. Et le scandale qui a été fait pour les JO, les Jeux Olympiques en France, à Paris, on a des mascottes qui sont globalement fabriquées en Chine. On a eu un retour, suite au bad buzz, justement, une production un peu plus grande de la part de l'atelier français, et tant mieux pour eux, heureusement que ça a pu leur bénéficier eux. Mais en fait, on est sur une approche où il faut contre-typer un produit qui a été pensé pour la Chine, qui a un prix d'achat pour la Chine, et qui donc en France va forcément être à l'identique moins compétitif. Et ça, c'est quand même super dommage, parce que en se disant si on avait pu répartir plus correctement l'équation, voire tout faire en France, et penser à un produit en fabrication française, on aurait pu concevoir une mascotte qui soit identitaire, qui soit dans des prix corrects en fabrication française, et qui fasse fonctionner des usines, et qui puisse se commercialiser et nourrir la stratégie des Jeux Olympiques. Et ça, c'est quelque chose qu'on a voulu montrer, nous, avec la source française, avec la confiance d'Origine France Garantie, qui nous a missionné pour concevoir une mascotte de la réindustrialisation, non pas pour les Jeux Olympiques, mais une mascotte de la réindustrialisation qui s'appelle Cocorifeux, et qu'on a construit, qu'on a développé, euh, donc grâce à l'agence Calypso qui avait fait le dessin. Nous, on a pu ensuite la mettre en fabrication, la faire fabriquer à partir de matériaux recyclés ou upcyclés principalement. Donc vous voyez ici un petit peu de jean 1083 qui est issu de chutes ou de stocks dormants, avec un petit peu d'élastane pour que le produit puisse se retourner facilement à la confection. Vous avez un tissu polaire qui est fabriqué en France, qui est tricoté en France, dans une usine qui fait globalement du tissu pour des matériaux plus techniques, des doublures, etc., mais qui en fait est toute douce et qui convient très bien à une peluche. Et on a surtout un prix de revient qui est équivalent. Un prix de revient équivalent. On a mis en combinaison trois entreprises, parce qu'il y a aussi l'entreprise qui fait le rembourrage, qui est une ouate polyester recyclée, fabriquée en France, et qui en fait permet de... C'est des gens qui ont très peu travaillé jusqu'à présent, voire jamais, pour 1083 et l'autre fournisseur 4F qui fait la polaire, sur de la peluche, mais pour autant, leurs matériaux, leur matière fonctionnent parfaitement pour ce petit produit, et on a justement pu avoir cette approche-là, aller au bout du projet, et juste se dire que on arrive à un produit qui est bien conçu, qui peut permettre à reconstruire une filière, à créer de l'emploi en France, tout en étant éco-responsable. J'avais proposé une petite synthèse, j'ai passé assez vite, mais l'idée, elle est, voilà, il ne faut pas confondre éco-conception et greenwashing, ou même French washing, quand on a le cadre de Franco Labache. Je disais tout à l'heure, hein, on pourrait faire des produits en coton bio au Bangladesh. Finalement, quel est leur vrai impact? Est-ce que c'est vraiment plus vertueux juste parce qu'il y a la mention bio dessus? Il faut pas s'engouffrer là-dedans. C'est en ça où il est important d'avoir une démarche qui est méthodique, travailler le projet dans l'ensemble, faire de la mesure d'impact, qui soit chiffrée, qui soit documentée, et dans la fabrication, avoir le plus possible une méthodologie qui est pragmatique, qui est quantifiée et qui est basée sur ces compromis, pour que le produit ait encore une fois une valeur
au moins identique, voire une plus grande valeur, et qu'il puisse se vendre. J'insiste bien. Une fois qu'on a dit tout ça, par où commencer? Si vous demain, d'ailleurs n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, mais aussi si vous voulez nous partager vos problématiques, ça peut faire réagir dans le chat, et cetera. Mais, une fois qu'on a dit tout ça, vous êtes, face à votre écran, comment on peut enclencher cette démarche-là? Alors on a vu plusieurs choses, on peut changer de matériaux, on peut, reconcevoir le produit, mais, est-ce que les personnes qui conçoivent les produits chez nous sont formées à ces sujets-là? L'idée, elle est vraiment de se dire que, de toute manière, va falloir y venir. C'est-à-dire que, il va falloir y arriver, pardon. On a objectivement des contraintes réglementaires qui, depuis plusieurs années, sont surtout incitatives, qui sont, valorisantes ou en tout cas qui sont préventives. On va aller de plus en plus vers des réglementations qui vont sanctionner les mauvais comportements et c'est normal au regard de la situation actuelle. Et donc, on va avoir des exigences qui se manifestent de plus en plus. Vous avez probablement entendu parler, si vous travaillez dans l'univers du textile, de la loi AGEC. Vous avez peut-être déjà entendu parler des TPEF, qui sont les déclarations de performance extra-financières pour les grands groupes qui doivent désormais, en plus de publier leurs états financiers et leurs rapports financiers, déclarer de la performance extra-financière, donc justifier de points d'engagement RSE. Et j'y reviens dans certains autres webinaires, je ne vais pas revenir aujourd'hui, sinon ça va définitivement être trop lourd, mais le fait de soigner sa stratégie RSE, c'est aussi quelque chose qui va être regardé dans ces rapports, dans ces déclarations de performance extra-financière, qui sont obligatoires depuis janvier 2024 pour pas mal d'entreprises, des grandes PME, des grands groupes évidemment, et ne pensez pas que ça concerne qu'un petit groupe d'acteurs. En janvier 2024, il y avait déjà 3800 entreprises françaises qui étaient concernées. Donc ça fait déjà un petit peu de monde et nul ne doute que ça va aller encore plus loin. Ça va aller encore plus loin dans les années à venir. Donc l'idée, elle est vraiment nous, on vous recommande plutôt de prendre le train en marche, d'être précurseur dans cette approche. Et c'est en ça où on a développé, nous, une méthodologie pour vous accompagner si, si c'est des enjeux pour vous et qu'en effet, vous n'avez peut-être pas la structure pour mettre en place ça vous-même. Nous, on a et les contacts, et la méthodologie, et la capacité de vous accompagner de manière la plus fluide possible pour que ça intègre votre mode de fonctionnement normal. Et on peut aller sur plusieurs niveaux d'intensité. On n'est pas obligé de tout révolutionner non plus, mais on peut aller sur différents niveaux d'intensité, d'éco-innovation ou d'éco-reconception des produits. Et c'est pour ça que je vais vous parler aujourd'hui de notre méthodologie. Encore une fois, hein, je vous invite vraiment, si vous avez des questions, à prendre rendez-vous, à qu'on puisse échanger sur votre problématique. Aujourd'hui, je suis contraint d'être un peu généraliste, d'être un peu générique dans l'approche pour que ça parle au plus grand nombre, mais je serais ravi d'en savoir plus sur vos sujets. Donc, vous avez le petit bouton en haut de votre écran pour qu'on échange de vive voix. Notre méthodologie, elle est donc composée, et ce sera la dernière partie de ce webinaire. Notre méthodologie, elle est composée de 3 phases. Elle est faite en 3 temps. La première, c'est la phase d'étude et d'amélioration. Sur cette première phase, elle comporte quand même 6 étapes, hein, donc c'est quand même quelque chose d'assez exigeant, mais c'est normal, et on est là pour piloter et que ce soit le plus fluide possible de votre côté. Mais comme je vous le disais, c'est quand même quelque chose qu'on ne met pas en place en un claquement de doigts, et qui nécessite d'être fait de manière concrète et méthodique pour avoir un vrai impact. Donc déjà, on va choisir avec vous les enjeux et les critères à mesurer. Sur quoi est-ce que vous voulez vous améliorer? Est-ce que c'est sur la réduction des émissions de CO2? Est-ce que c'est sur la diminution de l'impact sur les sols, sur la pollution des eaux, etc. Donc voilà, on va définir les critères sur lesquels on veut s'améliorer, les critères sur lesquels vous allez vous allez chercher à avoir une mesure. À partir de là, on va pouvoir mesurer l'impact du produit existant. C'est-à-dire que soit on prend le produit que vous avez déjà, que vous voulez améliorer, soit on peut prendre un produit miroir dans le commerce qui est fabriqué par une autre entreprise et se dire, OK, mon concurrent direct, son produit, aujourd'hui, avec les chiffres du marché, les informations qu'on a, il a tel impact sur les sols, sur les gaz à effet de serre, etc. Et donc, on a une première base de départ. À partir de là, si j'ai envie de sortir un produit concurrent, on va se dire, comment est-ce que moi, je peux trouver des pistes d'amélioration? Comment on peut nous vous aider à avoir des pistes d'amélioration et des conceptions de ce produit? Je disais, changer de matériaux, ajouter une fonction, adosser à ça un service, etc.
Et c'est important de le faire avec une approche design pour ne pas dénaturer les produits et surtout prendre en compte techniquement la réalité de comment il va être fabriqué. Et c'est en ça où la quatrième étape, c'est nous, on intervient dans le sourcing de partenaires aussi pour se dire le scénario qui va être le plus adapté pour une fabrication française, c'est peut-être quelque chose de plus automatisé et donc on va changer d'une technique à une autre pour se dire qu'en France, le produit chinois a été fait comme ça, le produit français sera fait comme ça, parce qu'on sait qu'on a le partenaire en face qui va être compétitif et qui va vous permettre d'avoir un produit, encore une fois, qui sera compétitif. Une fois qu'on a développé cette piste-là, qu'on a posé ce scénario, qu'on a posé théoriquement justement les grandes bases de ce futur produit, et qu'on a les informations chiffrées pour pouvoir dire à quoi il va ressembler, on va pouvoir faire une ACV comparative, c'est-à-dire une deuxième analyse de cycle de vie de l'ancien versus le nouveau produit, pour pouvoir se dire, OK, l'impact est bien meilleur sur mon nouveau produit à tel niveau, tel niveau, tel niveau, et ça va vous permettre, vous, éventuellement, en interne, de pouvoir communiquer sur ces premiers résultats, de pouvoir se dire, allez, banco, on va au bout, et ce produit qui actuellement est théorique parce que c'est une phase d'étude, on va le concevoir. Et donc, ça nous ouvre la deuxième phase, qui est une phase de reconception et de développement, où là, on va rédiger donc un nouveau cahier des charges pour pour le produit, réfléchir à son design, à sa conception, réaliser tous les éléments techniques nécessaires à sa fabrication, hein, parce que les ateliers, ils vont avoir besoin de ces éléments techniques, de plans, éventuellement, de patrons, de modèles 3D, etc. Donc nous, on peut vous accompagner, on a des designers produits en interne pour le faire, qui sont spécialisés et formés à l'éco-conception. Une fois qu'on a conçu ce nouveau produit, on va pouvoir faire un sourcing approfondi pour trouver le meilleur partenaire, pour trouver les meilleurs matériaux et identifier des optimisations et d'éventuelles contraintes de fabrication. Peut-être qu'il faudra réduire une épaisseur, peut-être qu'en fait on va gagner 1 euro en décalant la anse de la tasse de 2 cm. Donc ça, on le fait vraiment, c'est le travail d'optimisation que nous on fait au contact des fabricants, justement parce qu'on les connaît bien, qu'on sait travailler avec eux et qu'on a la connaissance d'une réalité du coût de la fabrication française et que donc on joue avec ça pour avoir des produits compétitifs et optimisés. Et enfin, le dernier point, il est qu'à l'issue de cette phase-là, on va pouvoir vous partager les résultats de cette étude ou en tout cas vous faire monter avec nous justement dans le résultat de toute cette étude pour se dire qu'à la fin, on a un produit vous avez en face de ce produit des chiffrages, des matériaux, une recommandation de partenaires, la qualité de la collaboration, des échanges avec les partenaires pour se dire, voilà, c'est ce produit sera fait chez tel interlocuteur, avec tel fournisseur, etc., etc. Et on peut vous proposer comme ça différents scénarios qui vous permettent à vous de dire, banco, on choisit cette voie-là avec ce partenaire et on va pouvoir lancer un prototype. Donc la dernière étape, c'est le lancement du prototype. Encore une fois, c'est quand même quelque chose qui se pilote et donc nous, on est vraiment, on vous abandonne pas évidemment à ce niveau-là. On va pouvoir lancer le prototype à vos côtés, faire les allers-retours avec le fabricant parce que c'est évidemment un prototype, donc il y aura probablement des améliorations à faire, une épaisseur à diminuer, un congé de plus à passer, etc. On va gérer les allers-retours avec les fabricants pour vous permettre d'avoir un prix définitif du produit, un prototype validé qui va pouvoir réintégrer facilement, j'insiste bien sur ça, vos schémas actuels de fonctionnement, le lien avec vos équipes achats, le lien avec votre équipe commerciale, etc., etc. Et on va adosser à ça en plus une étude environnementale finale, qui sera celle du vrai produit, du produit final, parce que peut-être qu'entre le produit théorique et le produit final, comme je le disais, il aura fallu rajouter un peu d'épaisseur ou enlever une petite pièce parce que ça faisait du jeu. Je peux pas savoir sans avoir le produit sous les yeux, mais en tout cas, sous les yeux, mais en tout cas, voilà. On fait une étude environnementale finale qui permet en fait d'avoir des nouveaux éléments de communication pour vous communiquer sur l'impact positif de cette démarche et sur l'impact positif de ce nouveau produit et en faire des arguments, en plus de ça, commerciaux. Voilà un petit peu notre méthodologie. J'ai essayé de l'alléger le plus possible, mais comme vous le voyez, c'est quelque chose qui est très méthodique. On est très transparent sur le fonctionnement. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas s'il y a des zones d'ombre, s'il y a des choses qui sont pas claires, je me ferai une joie d'y répondre. Et encore une fois, si vous voulez qu'on voit si cette méthodologie peut s'appliquer à votre cas, je vous invite à prendre rendez-vous avec le petit bouton en haut du chat, en haut du chat ou en haut de votre écran. Et sinon, je suis tout oui si vous avez des questions, si vous avez des remarques. Je me tiens à votre disposition encore quelques minutes. Merci beaucoup dans tous les cas pour votre participation. J'ai été ravi de voir d'aussi nombreux participants et participantes, de répondre à vos questions. J'espère que ça a été clair, j'espère que vous voyez un intérêt justement à cette approche-là. N'hésitez pas si vous avez des remarques ou des questions, même sur d'autres sujets autour de l'éco-conception, autour du Made in France.
Il reste encore quelques minutes. Et sinon, pour toutes les autres personnes, je vous souhaite merci pour votre participation et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, Pénélope, merci Anne-Lise, merci Sophie, merci Marie-Laurence, merci Véronique, merci Camille, merci Roman, excellente journée également. Merci Marine, à très vite, merci Clotilde, merci Demougeot, merci Clément. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée et je vous dis à bientôt sur ce sujet ou sur d'autres sujets autour du Made in France et de l'éco-conception. Merci beaucoup. Très bonne journée. Au revoir.